Merci beaucoup pour vos propos, Madame la Présidente. Pour ma part, je tiens à saluer justement l'engagement remarquable des équipes de France Média Monde, en particulier celles basées à Beyrouth, que j'ai eu l'occasion, vous l'avez mentionné, de rencontrer mi-février en compagnie de Nadia Chahaya, conseillère à l'AFE pour le Moyen-Orient, et Maxence Duhaut, directeur général de l'ESA Liban, qui vous héberge. Cette rédaction incarne pleinement l'ambition d'une information de proximité, indépendante et en langue arabe au service des publics de la région. Je souhaite saluer leur courage et leur adresser de la part de notre groupe Union Centriste tout notre soutien. L'ouverture récente de ce hub numérique constitue à cet égard une avancée stratégique majeure pour renforcer les offres de France 24 au Moyen-Orient. Mais cette présence s'exerce dans un contexte préoccupant. Les cyberattaques récentes visant MTV Liban rappellent la vulnérabilité des médias face aux menaces numériques, vous l'avez mentionné. À cela s'ajoutent des pressions et des menaces physiques croissantes à l'encontre des journalistes au Liban, fragilisant l'exercice de la liberté de la presse. Dans ce contexte, l'engagement de France Média Monde à Beyrouth est essentiel et appelle notre vigilance collective. Comment France Média Monde évalue-t-il aujourd'hui l'évolution des conditions d'exercice du journalisme au Liban? Vous avez évoqué la guerre de l'information contre les démocraties menée par certaines puissances comme la Russie ou la Chine, avec des budgets considérables, vous l'avez rappelé. Quels sont les principaux modes opératoires de désinformation que vous observez actuellement? Merci. Merci, monsieur le sénateur, pour vos mots sur notre rédaction de jeunes arabophones là, qui fait un travail. Et j'ai oublié de dire que c'est toujours 50% de femmes et 50% d'hommes. Hein, donc c'est paritaire et elles sont assez extraordinaires, nos jeunes journalistes à Beyrouth. Alors, comme je le disais, en termes de sécurité, d'abord, ce sont des gens qui sont formés. Il faut voir qu'il y a plusieurs années maintenant, de manière prioritaire, même sous contrainte budgétaire, j'ai décidé qu'il nous fallait une direction de la sûreté. Nous avons un directeur sûreté qui établit une cartographie des risques, qui est remise à jour en permanence avec des détails et que tous les journalistes, ils ont tous accès à cette cartographie des risques. La couleur des différents pays détermine des procédures. Donc, quand on est en zone rouge, il ne peut pas y avoir de départ en mission, il ne peut pas y avoir d'autorisation de reportage de nos correspondants sans aval du directeur sûreté. En général, il se met au service de l'éditorial pour permettre de faire les reportages, mais notre doctrine étant aucun reportage ne vaut une vie, il y a des moments où on dit non. Et ça, c'est moi qui le dis. On a un comité éditorial pour les cas les plus délicats pour arbitrer. Sinon, au quotidien, ça se fait entre le directeur de la rédaction et le directeur sûreté. Cette procédure, elle est vraiment listée hein, quand c'est en zone rouge. Du fixeur qu'on choisit, au déplacement qu'on va faire, à l'hôtel où on va, etc. Il y a, pour les gens qui vont dans ces zones, une formation. La plupart de nos correspondants en zone dangereuse et de nos envoyés spéciaux ont une formation qui n'est pas sans rapport avec une formation militaire, je dirais, hein, puisqu'on apprend à se repérer avec une carte et une boussole dans une forêt où on est perdu, on apprend le son des armes pour savoir s'en protéger, enfin, on apprend toute une série de techniques pour se protéger en zone dangereuse. Donc, la plupart des gens sont formés. Nos envoyés spéciaux, tous, les correspondants, la plupart, mais il y a des pays, j'avoue, qui sont en guerre aujourd'hui, qui n'étaient pas a priori les premiers auxquels on aurait pensé pour être des zones dangereuses actuellement. Donc, mais notre directeur, par ailleurs, arrime quotidiennement les gens. Je ne sais pas d'ailleurs, cet homme ne dort jamais, je crois. Et il arrive d'ailleurs aussi des collègues. On forme et on arrive d'autres collègues. Il lui est arrivé d'arrimer des gens, par exemple, du journal La Croix ou de Radio France. Et tous ces gens sont venus se former dans notre stage de formation. Donc il les arrime tous les jours. Parfois, les gens restent chez eux. Hein. C'est le cas, là, à Beyrouth. Ils restent chez eux. Et c'est tous les jours qu'il y a un point, voire 2 fois par jour en ce moment. Et par ailleurs, nous avons un soutien psychologique. Dès mon arrivée, j'ai créé une cellule de soutien psychologique multilingue parce que quand un journaliste vit un trauma, alors on a l'image d'Épinal du grand reporter qui n'a peur de rien,
Mais en fait, les êtres humains, et c'est ça qui est beau, sont des êtres humains. Donc, ils subissent un trauma. Il faut que ce trauma soit traité. Sinon, la peur peut rattraper à un très mauvais moment et faire prendre de mauvaises décisions qui vont mettre en danger. Donc, on a une cellule, on a une psychologue qui vient sur site à France Média Monde aussi quand ils sont là. Sinon, c'est multilingue, parce qu'on ne parle pas bien de ses peurs dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Donc, on a ce dispositif aussi de soutien qui est mis à disposition de la rédaction à Beyrouth en ce moment. Alors ça, c'est... Et la guerre de l'info, alors il y a plusieurs, plusieurs leviers. Il y a évidemment les fausses infos sur les réseaux sociaux, avec des fermes de trolls, et des angles tout à fait calculés. On dirait presque qu'il y a une sorte de cartographie des différents pays, et qui va vous dire que dans tel pays, pour attaquer par exemple la France, il faut attaquer ce thème-là. Dans tel autre, c'est sous cet angle-là qu'il va falloir y aller. On a vu par exemple en Moldavie, un des thèmes c'était si vous votez pour les candidats pro-européens, vous ne pourrez plus parler russe. L'Europe vous interdira de parler russe. Ce genre de une petite chose où, à la veille d'une élection, donc Alassane Ouattara est mort, ou alors il y a un coup d'État en France qui est en cours avec le micro RFI et une personne qu'on n'a jamais vue qui est derrière le micro, enfin, etc. Mais c'est pas du tout au hasard. Il y a une cartographie des angles d'attaque par pays. Alors, il y a les réseaux sociaux, les fermes de trolls qui les propagent, mais il y a aussi les agences d'images. Nous avons la chance d'avoir l'AFP en France, hein, qui fait un remarquable travail. Mais l'AFP est sous contrainte budgétaire aussi, donc elle ne peut pas donner nécessairement ces images. Le Quai d'Orsay essaye d'aider certaines télévisions en faisant des aides, mais c'est très petit. Alors que les agences, par exemple russes, donnent toutes les images aux médias locaux. Et donc, les images russes ne se trouvent pas sous seulement Russia Today ou Sputnik, mais dans le journal national. Voilà une deuxième piste. Une troisième piste, on va aller en masse sur tout congrès. Donc, d'un coup, il y a un stand où il y a 25 personnes. Quand nous, on arrive à en envoyer une sur ce marché ou ce congrès, il y a tout d'un coup 25 personnes. Une stratégie d'invitation tout à fait sympathique dans des grands hôtels, des patrons des différentes instances, etc. Enfin, je ne sais pas si je vous ai... voilà quel type de choses on peut avoir. Et alors, nous... On est une cible pour détourner nos logos parce que ça fait d'une pierre plusieurs coups détourner nos logos. D'une part, on est français, alors, et ça c'est très réjouissant pour certains. Je sais pas, il y a une sorte de fixette sur ce qui est français. Ensuite, on est crédible. Donc quand notre logo habille une fausse info, elle devient d'autant plus puissante. Et en plus, on est puissant. On touche beaucoup de gens. Donc tout d'un coup, on va pouvoir capitaliser sur un plus gros impact. Bon. Voilà, par exemple. Et nous, chaque semaine, hein, on débunk des fausses infos avec nos logos. C'est ça, voilà. La poésie de notre activité, c'est ça. Oui.